Tu perds la tête, maman, c'est triste à voir. Mais il faut que tu l'acceptes maintenant. Cette phrase prononcée par ma belle-fille Chloé, avec un sourire plein de fausse pitié, a résonné dans la cuisine comme un verdict de tribunal. Je l'ai regardée stupéfaite, ma tasse de porcelaine tremblant légèrement entre mes doigts. Il pensait que j'étais finie. Il pensait que la vieille Solange, la matriarche de la maison Vasseur, n'était plus qu'une coquille vide, prête à être mise sous tutelle. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que même si ma main tremblait mon oui, elle était encore parfaite. Ils ignoraient que j'avais entendu la conversation téléphonique de mon fils Julien 2 minutes plus tôt. Et surtout, ils ne se doutaient pas que le relevé bancaire que j'avais caché ce matin-là sous mon matelas racontait une toute autre histoire. Une histoire de vol de trahison et d'une cupidité si laide qu'elle me donnait la nausée. Tout a commencé ce matin-là dans le grand salon de notre maison familiale, une demeure en pierre meulière, qui sentait la cire d'abeille et le chocolat chaud depuis 3 générations. J'étais assise à mon bureau, ce vieux secrétaire en acajou, où mon père avait signé ses premiers contrats. Devant moi, une simple feuille de papier, une autorisation de virement. Rien d'extraordinaire en apparence, juste une signature pour régler les fournisseurs de cacao. Mais ma main refusait d'obéir. « Allez maman, signe juste là en bas !» insista mon fils Julien en tapotant le papier du bout de son index soigné. Je voyais la goutte de sueur perler sur sa tempe, juste à la racine de ses cheveux blonds si semblables à ceux de son père. Il était pressé, trop pressé. Je ne sais pas ce qui m'arrive, murmurai-je en essayant de stabiliser mon poignet. Le stylo-plume glissait entre mes doigts moites. J'avais l'impression que mes muscles s'étaient liquéfiés. C'était terrifiant. Cette sensation de perte de contrôle, c'était comme si mon propre corps me trahissait. Julien soupira bruyamment un son agacé, qu'il tentait de masquer par un rire nerveux. « C'est le stress, maman, dit-il en regardant sa montre pour la 3e fois en 1 minute. Tu te fatigues pour rien avec cette entreprise. À 72 ans, tu devrais te reposer, nous laisser gérer les détails ennuyeux. » Il a pris le stylo de mes mains, avec une douceur qui m'a semblé fausse, et l'a reposé sur le buvard. « On fera ça plus tard. » ajouta-t-il en détournant le regard. « Je dois passer un coup de fil urgent pour la livraison de noisettes. » Il s'est éloigné vers la fenêtre, son téléphone déjà collé à l'oreille. Mais ce n'était pas un fournisseur de noisettes. J'ai entendu son ton changer, devenir bas suppliant. « Oui, je sais que c'est aujourd'hui, » souffla-t-il en tournant le dos. « Je vais avoir les fonds. Arrêtez de m'appeler. Je gère la situation. » Je suis restée figée sur ma chaise. Qui appelait mon fils avec une telle agressivité? Pourquoi parlait-il de fonds manquants alors que la chocolaterie se portait bien? Une angoisse sourde a commencé à monter dans ma poitrine. Mais avant que je puisse formuler une pensée claire, ma belle-fille Chloé est entrée dans la pièce comme une tornade de parfum floral. « Solange, enfin, vous êtes encore là !» s'exclama-t-elle en claquant ses talons sur le parquet. Elle portait cette robe en soie bleu marine qu'elle avait achetée avec la carte de la société le mois dernier, sous prétexte de frais de représentation. Chloé me regardait toujours comme on regarde un meuble ancien qu'on ne sait pas où placer, avec un mélange d'agacement et de calcul. « Je cherchais ma broche », dis-je doucement en portant la main à mon col vide. Celle en émail avec les petits rubis. Je l'avais posée ici sur le coin du bureau il y a 1 heure. Les sourcils de Chloé se sont levés, formant 2 arcs parfaits d'incrédulité théâtrale. « Encore !» soupira-t-elle en croisant les bras. « Solange, c'est la 3e fois cette semaine que vous perdez quelque chose. Vous êtes sûre de ne pas l'avoir rangée dans votre chambre? » « Je suis certaine, répliquai-je avec un peu plus de fermeté que je ne le ressentais. Je l'ai enlevée pour ne pas rayer le vernis du bureau. Elle était là. » Chloé a échangé un regard lourd de sens avec Julien, qui revenait de la fenêtre. Ce regard,
Ce fameux regard complice qui disait « Elle déraille complètement. Laissez-moi chercher », dit Chloé d'une voix mielleuse, celle qu'on utilise pour parler aux enfants ou aux simples d'esprit. Elle a commencé à fouiller la pièce, soulevant des dossiers, ouvrant des tiroirs, avec une énergie excessive. Puis, elle s'est dirigée vers la cuisine attenante. Quelques secondes plus tard, sa voix a retenti triomphante. « Je l'ai trouvée !» cria-t-elle. Elle est revenue dans le salon tenant ma précieuse broche entre deux doigts manucurés, comme s'il s'agissait d'un insecte sale. Où était-elle, demandai-je, le cœur battant soulagé mais confuse. Dans le réfrigérateur, Solange lâcha-t-elle en me tendant le bijou, avec un petit rire condescendant, posé juste à côté du beurre. Le froid m'a envahi. Le réfrigérateur, je n'étais même pas entrée dans la cuisine depuis le petit déjeuner. « C'est impossible » murmurai-je, les yeux fixés sur la broche glacée. Je n'y suis pas allée. Chloé a posé une main sur mon épaule, une étreinte légère mais qui pesait des tonnes. « Bien sûr que si vous y êtes allée, dit-elle doucement. Vous avez oublié, c'est tout. Ça arrive souvent ces temps-ci, vous ne trouvez pas? Ma maman me disait la même chose avant. Enfin, avant qu'on ne doive la placer. Le mot a flotté dans l'air. Placer. Julien s'est raclé la gorge mal à l'aise, mais il n'a pas contredit sa femme. Il a simplement regardé ses chaussures. « Tu devrais aller te reposer un peu avant la dégustation, maman, » proposa-t-il d'une voix fuyante. « Bernadette t'apportera une tisane. » Bernadette. Ma fidèle Bernadette. Elle était là debout dans l'encadrement de la porte de service. Son tablier blanc immaculé, son visage rond et sévère, fermé comme une huître. Elle n'avait rien dit, mais ses yeux sombres passaient de Chloé à Julien, avec une lueur que je connaissais bien. C'était de la méfiance. Bernadette travaillait pour nous depuis 30 ans. Elle m'avait vu élever Julien. Elle m'avait vu enterrer mon mari. Elle savait que je ne mettais jamais mes bijoux dans le frigo. Je me suis levée difficilement, mes jambes semblant faites de coton. J'ai pris la broche et je l'ai serrée dans ma main jusqu'à ce que les arêtes du métal me fassent mal. Je vais bien, dis-je en essayant de redresser mon dos. Je vais aller vérifier le lot de ganache au cacao pour la commande de l'hôtel Crillon. C'est aujourd'hui la validation. Chloé a levé les yeux au ciel, mais s'est écartée. « Si vous y tenez, soupira-t-elle. Mais ne vous fatiguez pas trop. » Je me suis dirigée vers l'atelier situé à l'arrière de la maison. L'odeur du chocolat fondu, riche, amer, terreux, aurait dû me réconforter. C'était mon royaume. C'est ici que j'avais créé les recettes qui avaient fait la renommée de notre nom. Mais aujourd'hui, l'air me semblait vicié. Sur le marbre froid de la table de travail, un bol de ganache m'attendait. C'était notre signature, un chocolat noir à 70% infusé, avec une pointe de fève tonka. J'ai pris une petite cuillère en argent, celle que j'utilisais toujours pour les tests. J'ai plongé le métal dans la crème onctueuse et je l'ai portée à mes lèvres. Je m'attendais à l'explosion familière de saveurs, la rondeur du beurre de cacao, l'amertume délicate. Au lieu de cela, j'ai eu envie de cracher. Un goût métallique, piquant, presque chimique a envahi ma bouche. J'ai reposé la cuillère avec fracas. Bernadette, appelai-je la voix tremblante. La gouvernante est apparue instantanément, comme si elle m'attendait derrière la porte. « Oui, Madame Solange ?» demanda-t-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. « Goûte ça !» ordonnai-je en lui tendant une autre cuillère. « Dis-moi ce que tu sens. » Bernadette a obéi sans poser de questions. Elle a goûté, a fait claquer sa langue contre son palais pensive. « C'est excellent, madame, » dit-elle sincèrement. « Peut-être un tout petit peu plus sucré que d'habitude, mais la texture est parfaite. » Je l'ai regardée horrifiée. « Tu ne sens pas, insistai-je, ce goût? Comme du vieux cuivre, comme du fer. » Bernadette a froncé les sourcils inquiètes. « Non, madame, c'est du chocolat. Juste du chocolat. » À cet instant, Chloé est entrée dans l'atelier, un sourire satisfait aux lèvres. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» demanda-t-elle en s'approchant. « La ganache n'est pas bonne. Elle a un goût métallique, affirmai-je, sentant la panique monter. Il y a un problème avec la cuve. Ou avec la crème.
Chloé a trempé son doigt directement dans le bol, un geste vulgaire qui m'a fait grimacer et a léché la ganache. « Délicieux !» décréta-t-elle. « Absolument parfait. Vous savez, Solange, la dysgueusie, c'est-à-dire l'altération du goût. C'est très fréquent à votre âge. Ça commence par le salé, puis l'amer. C'est le vieillissement des papilles. C'est triste, mais c'est comme ça. » Elle s'est tournée vers Julien qui arrivait derrière elle. « Ta mère trouve que le chocolat a un goût de métal, Julien. Je crois qu'il ne faut plus qu'elle valide les recettes. Elle risque de gâcher la production. » Julien a hoché la tête, l'air grave. « Chloé a raison, maman. Tu ne peux plus te fier à tes sens. Laisse-nous faire. Va t'allonger. » Ils m'ont regardé tous les deux unis dans ce jugement clinique. J'étais devenue incompétente, obsolète. J'ai quitté l'atelier sans un mot passant devant Bernadette, qui avait baissé les yeux. Je suis montée dans ma chambre, je me suis assise devant ma coiffeuse et j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Les rides, autour de mes yeux, mes cheveux blancs, tirés en chignon. Je deviens ma propre mère, chuchotai-je à mon reflet. J'oublie les choses. Je sens des goûts qui n'existent pas. Je perds dans la tête. Une larme a roulé sur ma joue. La peur froide et gluante s'est installée dans mon ventre. Si je perdais la raison alors, je perdais tout. La maison, l'entreprise, mon héritage. Et je serais à la merci de Chloé. Soudain, la porte de ma chambre s'est entr'ouverte doucement. C'était Bernadette. Elle tenait un plumeau à la main, prétexte inutile, car elle avait déjà fait la poussière le matin même. Elle a refermé la porte derrière elle et s'est approchée à pas de loup. « Madame, chuchota-t-elle, son visage rond, crispé par la tension. Qu'y a-t-il, Bernadette ?» demandai-je lassée. « Je suis allée ranger la bibliothèque comme vous me l'aviez demandé hier, » dit-elle très vite, en jetant un coup d'œil vers le couloir. « Mais quand je suis entrée, tous les livres sur l'histoire du cacao, ceux que vous aviez classés par année d'édition mardi dernier, ils étaient tous mélangés, en désordre complet. Je les fixais, ne comprenant pas tout de suite. Comment ça, mélangés? Ils étaient inversés, madame. Les plus récents en haut, les anciens en bas. Exactement l'inverse de votre système. Comme si quelqu'un avait voulu vous faire croire que vous les aviez mal rangés. Un frisson a parcouru mon échine. Je me souvenais parfaitement d'avoir passé 2 heures mardi à classer ces livres. C'était mon moment de calme. J'avais été méticuleuse. Bernadette s'est approchée encore plus près, sa voix devenue un souffle. « Et madame, j'ai vu madame Chloé sortir de la bibliothèque ce matin juste avant que vous ne descendiez. » Elle riait toute seule. Le silence est retombé dans la chambre, mais cette fois, il n'était plus vide. Il était lourd d'une révélation terrifiante. Ce n'était pas ma mémoire qui faiblissait. On modifiait ma réalité. « Ils bougent les choses, murmurai-je, la réalisation me frappant comme un coup de poing. Ils mettent ma broche dans le frigo. Ils mélangent mes livres. Pour vous faire croire que vous êtes malade, termina Bernadette, ses yeux brillants de colère contenue. Pour que Monsieur Julien puisse prendre les rênes sans que vous ne résistiez. La colère a remplacé la peur pendant une fraction de seconde. Mais l'émotion était trop forte, trop brutale pour mon cœur fatigué. Une vague de chaleur intense a monté à ma tête. Ma vision s'est brouillée. Le visage de Bernadette a commencé à tourner. « Madame » s'écria Bernadette en tendant les bras. Je me suis levée pour essayer de respirer, mais le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'ai titubé vers le couloir cherchant de l'air. Julien ai-je essayé de crier, mais seul un gémissement est sorti. Je me suis effondrée sur le tapis du couloir lourdement. Mes jambes ne me portaient plus. Je sentais mon cœur battre de façon désordonnée, comme un oiseau affolé dans une cage trop petite. Je haletais persuadée que c'était la fin. Une attaque. C'était ça. Ils avaient à gagner. À travers le brouillard qui envahissait mes yeux, j'ai vu une silhouette approcher. C'était Julien. Il s'est arrêté au-dessus de moi. Il ne s'est pas précipité. Il n'a pas crié. Il est resté debout, me regardant lutter pour respirer.
Et puis juste avant que le noir ne m'emporte, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang plus sûrement que la mort elle-même. Mon fils, mon Julien, souriait. Quand j'ai rouvert les yeux, le plafond de ma chambre me semblait étrangement bas, comme s'il pesait sur ma poitrine. Une odeur d'éther et de renfermé flottait dans l'air, remplaçant le parfum habituel de lavande. Le docteur Mercier était là debout au pied de mon lit, rangeant son stéthoscope dans sa mallette en cuir usé. C'était un vieil ami de la famille, ou du moins c'est ce que je croyais. Il évitait mon regard, préférant s'adresser à Julien et Chloé, qui se tenaient près de la fenêtre, les bras croisés, affichant des mines de circonstance. « C'est le cœur, Julien, » dit le docteur d'une voix grave sans même me regarder. Une insuffisance cardiaque congestive. Le sang ne circule plus assez bien vers le cerveau. D'où les confusions, les pertes de mémoire, les hallucinations olfactives dont parlait votre femme. Je me suis redressée sur mes oreillers piqués au vif. « Je n'ai pas d'hallucination, docteur. » Protestai-je d'une voix rauque. Ce chocolat avait un goût de métal. Et je n'ai pas rangé ma broche dans le frigo. Le docteur Mercier m'a jeté un regard peiné, celui qu'on réserve aux enfants qui racontent des mensonges trop gros pour eux. « C'est typique », soupira-t-il en se tournant vers Chloé. Le déni est la première phase de la démence vasculaire. Les petits vaisseaux du cerveau se bouchent. Elle va avoir des moments de lucidité et puis... le noir. Il faut la mettre au repos complet. Plus de stress, plus de décision. Mais l'entreprise... Commençai-je. L'entreprise va vous tuer, maman. Coupa Julien sèchement. Il s'est approché du lit, a pris ma main inerte. Sa paume était moite. Le docteur a raison. Tu as besoin de calme. Chloé et moi allons tout gérer. Chloé s'est avancée à son tour, un sourire rassurant plaqué sur ses lèvres rouges. « Ne vous inquiétez pas pour le traitement, docteur, » dit-elle en posant une main possessive sur mon épaule. « Vous savez que je suis pharmacienne de formation. Je n'exerce plus, mais je connais les dosages. Je vais préparer son pilulier moi-même. Inutile de faire venir une infirmière inconnue à la maison. Cela ne ferait que la perturber davantage. » « C'est très bien, » approuva le docteur en hochant la tête. « Gardons cela en famille. C'est ce qu'il y a de mieux pour elle. » Ils ont scellé mon sort en 3 phrases, au-dessus de ma tête, comme si j'étais déjà morte. Les jours suivants se sont fondus dans une brume épaisse et cotonneuse. Ma chambre, autrefois mon sanctuaire, est devenue ma cellule. Les rideaux restaient tirés pour, disait-il, reposer mes yeux. Je ne voyais plus le jardin, je ne voyais plus le soleil. Je ne voyais que Chloé. Elle entrait chaque soir ponctuelle comme une horloge avec un plateau d'argent. Dessus, il y avait mon bol de chocolat chaud et une petite coupelle contenant 3 pilules. 2 blanches, 1 bleue. « Tenez, Solange, buvez tant que c'est chaud, » disait-elle doucement. Je prenais les pilules confiante, ou peut-être juste résignée. Puis je buvais le chocolat. Il était toujours très sucré, trop sucré sans doute, pour masquer l'amertume de ma vie actuelle. Ou autre chose. 20 minutes après avoir bu, le brouillard s'installait. Mes pensées devenaient lourdes, glissantes. Je voulais lire, mais les lettres dansaient sur la page. Je voulais appeler Bernadette, mais j'oubliais son prénom l'instant d'après. Je restais assise dans mon fauteuil, la bouche entr'ouverte, à regarder le vide, sentant mon cœur battre trop lentement, puis trop vite, dans un rythme effrayant qui me donnait la nausée. « Je suis fatiguée, » murmurai-je souvent. « C'est le médicament qui agit, » répondait Chloé depuis l'ombre où elle m'observait. « Dormez maintenant. » Pendant ce temps, à l'étage du dessous, une autre scène se jouait, une scène que je n'apprendrai que plus tard. Bernadette profitait de l'absence de Chloé partie chez le coiffeur pour faire le ménage dans la suite parentale. Ma belle-fille était désordonnée d'un désordre de fille gâtée, qui sait que d'autres ramasseront derrière elle. Bernadette frottait le marbre de la grande coiffeuse de Chloé. Il y avait là une armée de flacons de parfum, des crèmes de luxe, des poudres libres. Bernadette déplaça un lourd flacon en cristal pour essuyer la poussière dessous. C'est là qu'elle le vit, caché derrière les parfums. Un petit objet
incongru. Un mortier en céramique blanche avec son pilon. Bernadette fronça les sourcils. Pourquoi Madame Chloé aurait-elle besoin d'un mortier dans sa salle de bain? Elle cuisinait rarement et certainement pas ici. Bernadette prit l'objet. Au fond du bol, il y avait un résidu de poudre blanche, fine comme du talc qui collait aux parois. Elle passa son doigt sur la poudre, l'approcha de son nez. Aucune odeur. Pas de sucre, pas d'épices. Son regard se posa alors sur le sac à main de Chloé laissé ouvert sur le fauteuil en velours. Bernadette n'était pas une fouineuse. C'était une femme de principe. Mais elle aimait cette maison et elle m'aimait. Et ce qu'elle voyait depuis une semaine lui tordait les boyaux. Elle s'approcha du sac. À l'intérieur, dans la poche latérale, un petit flacon orange dépassait. Un flacon de pharmacie. Bernadette le tira doucement. Elle ajusta ses lunettes accrochées à un cordon autour de son cou et lut l'étiquette. Digoxine. Elle lut les avertissements en dessous pour insuffisance cardiaque sévère. Attention, surdosage dangereux. Bernadette reposa le flacon les mains tremblantes. Elle connaissait mes ordonnances par cœur, c'est elle qui allait à la pharmacie avant que Chloé ne s'en mêle. Je prenais des médicaments pour la tension, oui. Un peu de calcium, oui. Mais de la digoxine, jamais. Le docteur n'avait jamais prescrit ça. Elle comprit alors pourquoi Chloé tenait tant à préparer le pilulier elle-même. Elle comprit le mortier caché. Elle comprit pourquoi je sombrais chaque soir, après le chocolat. On empoisonnait la patronne. Bernadette remit le flacon exactement à sa place, lissa le cuir du sac pour effacer ses traces, et sortit de la chambre le visage blême, mais la mâchoire serrée. Elle ne pouvait rien dire. Pas encore. Qui croirait la bonne contre la belle-fille pharmacienne? Il lui fallait plus. Dans ma chambre, j'ignorais tout de cette découverte. J'étais seule avec Julien. Il était 18h l'heure, où le brouillard commençait à se dissiper un peu avant la dose du soir. C'était le moment qu'il choisissait toujours. Il posa une chemise cartonnée sur mes genoux. « Maman, on doit régler cette histoire de signature, » dit-il d'une voix pressante. « La banque bloque les comptes de la société parce que tu n'es plus capable de te déplacer. Les fournisseurs attendent. Tu ne veux pas que l'héritage de papa fasse faillite, n'est-ce pas? »« Non, bien sûr que non, balbutiai-je. Alors signe ça. C'est une procuration générale. » Il me tendit son stylo, ce Mont Blanc lourd que je lui avais offert pour ses 40 ans. « C'est juste temporaire, » ajouta-t-il, voyant mon hésitation. « Juste le temps que tu ailles en mieux. Dès que tu es sur pied, on déchire tout. Je te le promets. » Je regardais le papier. Les mots « mandat de gestion » et « pouvoir total » dansaient devant mes yeux fatigués. Je savais au fond de moi qu'il ne fallait pas signer. Une petite voix loin derrière le brouillard chimique hurlait. « Ne fais pas ça, Solange. » Mais j'étais si faible. Mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais même pas tenir ma tasse de thé sans en renverser. Comment pouvais-je diriger une entreprise? Julien était mon fils, mon sang. Il ne pouvait pas vouloir ma perte. « Allez, maman, » insista-t-il, le ton durcissant légèrement. « Fais-le pour nous, fais-le pour moi. » Il guida ma main vers la ligne de pointillés. Le contact de sa peau sur la mienne était froid. Je sentis la pointe du stylo toucher le papier. L'encre noire commença à former un point, un début de lettre, une capitulation. Je levai les yeux vers lui, cherchant une trace d'amour, de compassion. Je ne vis que de l'impatience. « Je vais signer, Julien, » chuchotai-je vaincu. La plume de mon stylo effleurait le papier, prête à tracer la première boucle de mon nom, quand un fracas épouvantable a déchiré le silence pesant du salon. Bernadette, ma gouvernante, venait de trébucher contre le guéridon. Le plateau qu'elle tenait a valdingué et la théière en porcelaine s'est écrasée pile au centre du bureau, sur le document que mon fils Julien me forçait à signer. Le thé brûlant sombre et fumant a inondé la feuille instantanément. L'encre noire a bavé, transformant le mandat de gestion en une bouillie grisâtre et illisible. « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» hurla Julien en bondissant de sa chaise.
Mon fils d'ordinaire, si maître de lui, avait le visage déformé par une rage laide disproportionnée. Il a repoussé violemment le plateau, envoyant des éclats de porcelaine teintée sur le parquet. « Regarde ce que tu as fait !» éructa-t-il en secouant le papier trempé qui se déchirait entre ses doigts. C'était le seul original que j'avais imprimé. « Oh, monsieur Julien, je suis désolée !» gémit Bernadette en se baissant pour ramasser les morceaux à main nue, sans se soucier des coupures. Le tapis a glissé. Je suis si maladroite. Tu es incompétente, oui, cracha-t-il. Tu es aussi sénile que ma mère, Julien, m'écriai-je, choquée par sa violence. Ne parle pas comme ça, Bernadette. Il s'est tourné vers moi, les narines dilatées, les poings serrés. J'ai cru un instant qu'il allait me frapper, puis il a pris une grande inspiration à passer une main dans ses cheveux et à tenter de recomposer son masque de fils dévoué. Mais le masque était fissuré. J'avais vu la bête en dessous. « C'est bon, lâcha-t-il sèchement. Laissez tomber. Je ferai réimprimer le document demain matin au bureau. On signera demain. » Il est sorti de la pièce en claquant la porte furieux. Bernadette est restée à genoux, la tête baissée. Mais quand elle a relevé le visage vers moi, il n'y avait aucune trace de remords dans ses yeux sombres. Il y avait une lueur dure, déterminée. Elle n'avait pas glissé. « Je vais nettoyer, madame », murmura-t-elle simplement en se relevant. Ce soir-là, la maison était plongée dans un silence inquiétant. J'étais remontée dans ma chambre, le cœur battant encore de la scène de l'après-midi. La colère de Julien m'avait effrayée, mais c'était le geste de Bernadette qui m'intriguait. Elle n'avait jamais rien cassé en 30 ans. En bas dans la cuisine, une autre scène se déroulait, une scène que Bernadette me raconterait plus tard, dans les moindres détails, mais que je peux imaginer avec une clarté terrifiante. Il était 20h, l'heure du rituel. Ma belle-fille Chloé préparait mon chocolat chaud. Elle était seule devant le plan de travail en marbre, tournant le dos à la porte. Elle avait sorti le bol bleu, mon préféré. Elle avait versé le lait chaud, le cacao amer. Puis, elle a sorti de sa poche le petit mortier en céramique. Bernadette observait cachée dans l'ombre de l'arrière-cuisine, retenant son souffle. Elle a vu Chloé écraser les comprimés, avec des gestes précis, méthodiques. Le bruit du pilon contre la céramique était le seul son dans la pièce. Criss, criss, criss. Le bruit de la trahison. Chloé a versé la poudre blanche dans le chocolat. Elle a touillé longuement jusqu'à ce que le poison disparaisse complètement dans la boisson sombre. Soudain, le téléphone de Chloé a vibré sur le comptoir. Elle a sursauté, agacée. « Oui », répondit-elle en s'éloignant de quelques pas vers le couloir pour avoir du réseau. « Oui, c'est fait. Non, ne t'inquiète pas, elle va dormir comme une masse. » C'était le moment. L'unique chance. Bernadette a jailli de sa cachette. Elle n'a fait aucun bruit, ses chaussons de feutre glissant sur le carrelage. Sur le plateau, il y avait 2 bols. L'un pour moi, l'autre que Chloé s'était préparé pour elle-même. Ils étaient identiques. D'une main ferme, Bernadette a interverti les 2 bols. Le chocolat empoisonné a pris la place du chocolat sain. Et le chocolat sain a pris la place de l'arme du crime. Bernadette a reculé aussi vite qu'elle était venue. Et a disparu dans l'ombre juste au moment où Chloé revenait raccrochant son téléphone avec un soupir. Ma belle-fille n'a rien vu. Elle a repris le plateau confiante, arrogante et s'est dirigée vers l'escalier. Quelques minutes plus tard, on a frappé à ma porte. « C'est l'heure, Solange !» chantonna la voix de Chloé. Elle est entrée souriante, le plateau à la main. « J'ai mis un peu plus de crème ce soir », dit-elle en posant le bol sur ma table de nuit. « Pour vous réconforter, après l'incident de tout à l'heure. » Julien était très contrarié, vous savez. Il s'inquiète tellement pour vous. Je l'ai regardée. Elle était si belle, si soignée, et si totalement fausse. « Merci, Chloé, dis-je doucement. Buvez tant que c'est chaud, » insista-t-elle en restant debout au pied du lit. Je vais attendre que vous ayez fini pour redescendre le plateau. Elle voulait s'assurer que j'avalais chaque goutte. J'ai pris le bol.
L'odeur du cacao m'a soulevé le cœur car je l'associais maintenant à ma maladie. Mais je devais jouer le jeu. J'ai porté la tasse à mes lèvres et j'ai bu. 1 gorgée, 2 gorgées. Chloé me regardait avec l'intensité d'un vautour. J'ai tout bu. J'ai reposé le bol vide. C'était délicieux, mentis-je. Parfait, sourit-elle en reprenant le plateau. Dormez bien, Solange. Faites de beaux rêves. Elle est sortie, fermant la porte derrière elle. J'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir. J'ai attendu, terrifiée, que le brouillard arrive. Que mes membres s'engourdissent. Mais rien ne s'est passé. 5 minutes plus tard, la poignée de ma porte a tourné doucement. Le verrou a cliqué. Bernadette est entrée. Elle a fermé la porte derrière elle et a tourné la clé dans la serrure à double tour. Son visage était grave, ses yeux rougis. Elle s'est approchée de mon lit et s'est assise sur le bord, un geste de familiarité qu'elle ne s'était jamais permis auparavant. « Vous n'avez rien à craindre ce soir, madame », chuchota-t-elle d'une voix tremblante. J'ai échangé les tasses. Bernadette, soufflai-je, ne comprenant pas tout à fait. « Qu'est-ce que tu dis ?» Elle a sorti son téléphone portable de la poche de son tablier. Ses doigts gourds ont tapoté l'écran et elle m'a tendu l'appareil. « Regardez, madame. J'ai pris cette photo quand elle avait le dos tourné hier. Sur l'écran lumineux, une photo floue mais lisible montrait un flacon de médicaments orange posé sur le velours d'un sac à main. Je plissais les yeux pour lire l'étiquette. Digoxine, lus-je à voix haute. Bernadette a repris le téléphone et a fait défiler une autre image. C'était une capture d'écran d'un site médical. « Lisez les effets secondaires », madame dit-elle fermement. « Lisez. » Je lus et à chaque mot, un frisson glacé me parcourait l'échine. Troubles visuels. Vision teintée de jaune ou à l'eau. Confusion mentale. Nausée. Altération du goût, sensation métallique. Le livre tomba de mes mains. Le goût de métal. La confusion. Les oublis. Ce n'est pas la démence, murmurai-je, les larmes montant aux yeux. Je ne suis pas folle, Bernadette. Non, madame, affirma la gouvernante en prenant mes mains dans les siennes, ses paumes rêches et chaudes contre ma peau froide. Vous n'êtes pas folle. Il vous empoisonne, petit à petit, pour vous rendre docile, pour vous faire signer. La vérité était la nue brutale. Mon fils, ma propre chair. Il me droguait pour me voler. Il me tuait à petit feu pour de l'argent. Une douleur immense m'a traversée, plus aiguë que n'importe quelle attaque cardiaque. C'était le deuil de l'amour maternel. L'enfant que j'avais porté, bercé, protégé, était devenu un monstre. J'ai pleuré. J'ai pleuré silencieusement de grosses larmes chaudes qui coulaient sur mes joues ridées. Bernadette m'a laissé faire, me serrant les mains sans rien dire. Puis les larmes se sont taries. Et à leur place, quelque chose d'autre a commencé à brûler. Une étincelle froide dure au creux de mon ventre. La même étincelle qui m'avait permis de tenir l'entreprise debout après la mort de mon mari. J'ai relevé la tête. J'ai essuyé mes joues d'un revers de main. Le brouillard chimique avait disparu. Mon esprit était clair, tranchant comme du cristal. Il pense que je suis une vieille femme sans défense, dis-je, ma voix ne tremblant plus du tout. Bernadette a hoché la tête, un petit sourire féroce, apparaissant au coin de ses lèvres. « Il le pense, madame. » Alors, continuai-je en me redressant, le dos bien droit contre la tête de lit, « je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent. Je vais être une vieille femme sans défense. » J'ai plongé mon regard dans celui de ma fidèle alliée. Ils veulent jouer Bernadette. Très bien, nous allons jouer. Mais ils ont oublié une chose. C'est moi qui ai écrit les règles de cette maison. Les 3 jours suivants ont une performance digne des plus grandes actrices de théâtre. J'ai arrêté d'avaler le poison. Chaque soir, quand Chloé, ma belle-fille, tournait le dos pour sortir de ma chambre, je recrachais les pilules dans un mouchoir en tissu que je cachais ensuite sous mon oreiller. Quant au chocolat, je le versais doucement dans le pot du grand ficus près de la fenêtre. La pauvre plante commençait à jaunir, mais moi je renaissais. C'était une sensation extraordinaire.
comme si un voile gris se levait lentement de mon esprit. Mes pensées redevenaient vives, mes mains cessaient de trembler, et mon cœur retrouvait son rythme régulier. Mais je ne devais rien laisser paraître. Au contraire, plus je me sentais forte à l'intérieur, plus je jouais la faiblesse à l'extérieur. Je traînais les pieds, je bégayais, je renversais de l'eau sur la nappe. Je voyais la lueur de triomphe dans les yeux de mon fils Julien, chaque fois que je feignais d'oublier son prénom. Pendant ce temps, ma fidèle Bernadette préparait le piège. Le mercredi matin, alors que la maison était vide, elle est entrée dans ma chambre, avec un petit objet brillant dans la main. C'était une broche fantaisie, une sorte de grosse fleur en strass et métal doré d'un goût douteux, mais qui passait inaperçue parmi mes bibelots. Mon neveu m'a aidé à la configurer, chuchota-t-elle en l'épinglant sur le rideau de velours, juste en face de mon lit. C'est une caméra, madame. Elle enregistre tout le son et l'image. Elle a ajusté l'angle avec précision. Le petit œil de verre nous regardait invisible au milieu des faux diamants. « C'est prêt !» dit-elle en reculant. « Maintenant, il faut qu'il parle. » J'ai hoché la tête. Il était temps de passer à l'acte 2 de notre propre scénario. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai attendu que Julien et Chloé soient installés. Ils buvaient leur café en silence, consultant leurs téléphones respectifs. Je me suis levée pour aller chercher du pain. Et au milieu de la cuisine, j'ai laissé tomber ma canne. Le bruit sec du bois sur le carrelage a fait sursauter tout le monde. J'ai poussé un gémissement plaintif. J'ai porté la main à ma poitrine. Et je me suis laissé glisser au sol lourdement comme un sac de vieilles pierres. J'ai fermé les yeux, laissant ma bouche s'entr'ouvrir inerte. Maman cria Julien, mais il n'a pas bougé tout de suite. J'ai entendu sa chaise racler le sol une seconde trop tard. « Elle fait encore une crise ?» demanda Chloé d'une voix traînante. Sans même se lever, j'en étais sûre. « Cette fois, c'est sérieux !» appela-t-il un peu plus paniqué. « Elle ne bouge plus. Appelle le médecin. » Ils m'ont portée jusque dans ma chambre. Je pesais de tout mon poids mort dans les bras de mon fils. Il soufflait, jurait à voix basse. Ils m'ont jetée sur le lit sans ménagement. Le docteur est passé 1 heure plus tard. J'ai gardé les yeux clos, contrôlant ma respiration pour qu'elle soit superficielle et sifflante. Il a pris mon pouls à soulever mes paupières. J'ai laissé mes yeux révulser vers le haut, une technique que j'avais vue dans un film autrefois. « Elle est très faible », a déclaré le médecin à mes tortionnaires, qui attendaient dans le couloir. Le cœur lâche. Je crains qu'elle ne passe pas la semaine. Préparez-vous. J'ai entendu Chloé renifler bruyamment. « Oh, docteur, c'est terrible !» sanglota-t-elle avec un talent qui m'aurait presque convaincue si je ne connaissais pas la vérité. Nous allons veiller sur elle. Quand le médecin est parti, le silence est retombé sur la chambre. J'étais seule. La caméra dans la broche me regardait. J'ai attendu. Je savais qu'il viendrait. Ils ne pouvaient pas résister à l'envie de vérifier leur œuvre. La porte s'est rouverte doucement. J'ai senti 2 présences entrer dans la pièce. L'odeur du parfum capiteux de Chloé et l'après-rasage coûteux de Julien. « Elle dort !» demanda Chloé à voix basse mais sans chuchoter. « Elle est dans le coma ou presque » répondit Julien sèchement. « Tu as entendu le médecin ?» Le cœur lâche. Ils se sont approchés du lit. Je sentais leur regard peser sur mon visage. C'était le moment le plus difficile, ne pas tressaillir, ne pas avaler ma salive rester un cadavre en sursis. « Ça prend trop de temps !» siffla Chloé soudainement. Sa voix était froide, tranchante comme une lame de rasoir. « Le gala de la fondation est samedi soir, Julien. Tous les partenaires seront là. Si elle est encore en vie, on ne pourra pas annoncer la fusion avec le groupe américain. On ne peut pas avoir une moribonde sur les bras pendant qu'on signe le contrat du siècle. Patience, chérie, tempéra mon fils. Non, pas de patience. Coupa-t-elle s'approchant encore plus. Ce soir, je vais doubler la dose dans sa perfusion de glucose. Je dirai au médecin que je l'ai hydraté. Une double dose de digoxine et son cœur s'arrêtera proprement dans son sommeil. Une belle mort naturelle. Mon sang s'est glacé dans mes veines, mais je n'ai pas bougé un cil.
La caméra enregistrait. Elle venait de signer ses aveux. Préméditation. Meurtre. « Fais attention !» grogna Julien. « Il ne faut pas de traces. »« Il n'y en aura pas, » répliqua-t-elle avec assurance. « C'est une vieille femme malade. Personne ne posera de questions. Samedi, nous serons riches, mon amour. » Et débarrassée de ce vieux meuble poussiéreux, j'ai entendu le bruit d'un baiser rapide, humide. Puis les talons de Chloé ont claqué vers la sortie. « Je vais préparer ça, dit-elle en sortant. » Julien lui est resté. Je sentais sa présence juste au-dessus de moi. Il ne partait pas. La chaleur de son corps rayonnait près de mon visage. Il s'est penché. Je sentais son souffle chaud sur mon oreille. C'était mon fils. Le petit garçon à qui j'avais appris à faire du vélo. L'homme à qui j'avais tout donné. Il a posé une main sur mon front. Non pas pour me caresser, mais pour vérifier la température froidement. Puis, il a approché ses lèvres de mon oreille, si près que ces mots ont vibré dans mon crâne. « Crève donc !» murmura-t-il avec une haine pure, concentrée. « Crève, vieille sorcière !» Les acheteurs s'impatientent, et j'en ai marre d'attendre que tu dégages. Il s'est redressé à tapoter ma joue avec une fausse affection méprisante, et a quitté la chambre en riant doucement. Rester immobile pendant 48 heures est une torture que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. On pense que le plus dur, c'est la faim ou la soif, mais non. C'est le corps qui crie. C'est l'envie hurleuse de s'étirer, de gratter une démangeaison sur le nez, de changer de position, quand la hanche s'engourdit contre le matelas. Je devais devenir une pierre. Une pierre qui respire à peine. Bernadette passait de temps en temps humidifiant mes lèvres avec un coton imbibé d'eau, quand la maison était calme, me murmurant courage à l'oreille. Mais la plupart du temps, j'étais seule avec le tic-tac de l'horloge comptoise du couloir, attendant mes bourreaux. Ils sont arrivés le vendredi soir vers 22 heures. Je les ai entendus avant de les sentir. Le bruit du bouchon de liège qui saute, le tintement joyeux du cristal. Ils entraient dans la chambre d'une mourante, avec une bouteille de champagne millésimée. Le champagne de la cave de mon mari. Celui que nous gardions pour les grandes occasions. « À la vôtre, ma chérie, » lança Julien d'une voix pâteuse. « Santé, mon amour » répondit Chloé avec un rire léger. « À la liberté. » J'ai senti le poids de leur corps s'affaisser dans les fauteuils bergères, au pied de mon lit. Ils s'installaient, ils prenaient leurs aises. J'étais devenue un meuble, un décor macabre pour leur apéritif. J'ai gardé les yeux clos, focalisant toute mon attention sur ma respiration. Inspire, expire. Lentement. Ne pas bouger. « Tu crois qu'elle entend ?» demanda Chloé après un moment, sa voix s'élevant au-dessus du bruit des bulles. Julien a reniflé avec mépris. Elle est déjà partie. Le cerveau est en bouillie. C'est un légume, Chloé. Un légume qui respire encore par habitude. Un silence a suivi rompu seulement par le bruit de leur gorgée. Tant mieux, soupira ma belle-fille. Parce que j'en ai assez de jouer à la garde malade. Dès que c'est fini, je réserve mes billets pour Milan. J'ai vu une collection chez Armani. Il me faut une garde-robe complète pour ma nouvelle vie. Une nouvelle vie qui coûte cher. Gronda Julien soudain plus sombre. J'espère que la vente se fera vite. Les créanciers ne me lâcheront pas une semaine de plus. Combien exactement ? Demanda Chloé plus sérieuse. Tu ne m'as jamais donné le chiffre final, Julien. J'ai entendu mon fils poser son verre sur la table de nuit, juste à côté de ma tête. L'odeur de l'alcool m'a agressé les narines. 5 millions d'euros, lâcha-t-il dans un souffle. Mon cœur a manqué un battement, et j'ai dû lutter de toutes mes forces pour ne pas ouvrir les yeux. 5 millions. Il avait joué 5 millions d'euros au casino et dans des investissements douteux. C'était plus que les liquidités de l'entreprise. C'était la ruine. 5 millions, s'étrangla Chloé, mais sa voix est vite redevenue calculatrice. Heureusement que le groupe industriel rachète la marque pour 8 millions. On aura de quoi éponger tes dettes et vivre confortablement quelque temps. Vendre, pensais-je avec horreur.
Ils allaient vendre la maison Vasseur. Ils ne vont pas garder l'atelier, n'est-ce pas, demanda Chloé. C'est tellement vieux jeu, ces méthodes artisanales. Julien rit un rire gras et méchant. Bien sûr que non. Ils achètent le nom, c'est tout. Ils vont fermer l'usine ici, virer le personnel et produire les chocolats dans leur centrale en Pologne avec de l'huile de palme et du sucre bas de gamme. Ils garderont juste l'étiquette « Tradition Vasseur ». J'ai senti une larme, une seule perlée au coin de mon œil fermé. Elle a roulé lentement vers mon oreille brûlante, comme de l'acide. De toute façon, continua Julien qui se soucie de la qualité aujourd'hui, ce chocolat, c'était de la boue pour des idiots nostalgiques. Maman a passé sa vie à remuer de la pâte marron en croyant que c'était de l'art. C'était pathétique, pathétique. C'est le mot qu'il a utilisé pour décrire l'œuvre de ma vie, la passion de son père, l'héritage de nos ancêtres. À cet instant précis, le dernier reste d'amour maternel que je portais pour lui s'est éteint. Il ne restait que des cendres froides. « Allez, assez parler du passé », dit Chloé en se levant. Le cliquetis de ses talons s'est rapproché de ma table de chevet. J'ai entendu le bruit caractéristique d'un thermos que l'on dévisse. Puis le son familier du mortier. Cris, cris. Elle préparait la dernière dose. « Je prépare ça pour plus tard », dit-elle à voix haute comme pour elle-même. Vers 3 heures du matin, je lui injecterai ça directement dans la bouche avec une pipette. Le cœur s'arrêtera avant l'aube. Propre et net, la caméra priai-je intérieurement. « Faites que la caméra voie ça. C'est parfait », approuva Julien en bâillant. « On appellera le médecin vers 7 heures. On pourra pleurer un peu avant le petit déjeuner. » Ils ont fini leur verre, on rit encore une fois de leur plan génial et sont sortis de la chambre, me laissant seule avec le thermos mortel posé à mon chevet et la promesse de ma faim imminente. Je n'ai pas dormi. J'ai passé le reste de la nuit à fixer l'obscurité, repassant chaque mot, chaque insulte. La tristesse avait disparu. J'étais remplie d'une énergie nouvelle, une énergie froide et implacable. Le matin est arrivé. Le soleil a filtré à travers les rideaux de velours. Vers 8 heures, la porte s'est ouverte brusquement. Je savais qu'ils s'attendaient à trouver un cadavre froid. Ils avaient sans doute répété leurs cris d'horreur. Mais quand ils sont entrés, je n'étais pas allongée. J'étais assise au bord du lit, vêtue de ma robe de chambre en soie bordeaux, mes cheveux parfaitement brossés. Je tenais une tasse de thé fumant à la main du thé que Bernadette m'avait apporté en cachette 1 heure plus tôt. « Bonjour mes chéris », lançai-je d'une voix claire et sonore. Julien s'est figé sur le seuil, la bouche ouverte, son visage devenant livide. Chloé a lâché le petit sac qu'elle tenait qui est tombé au sol dans un bruit mat. Il me regardait, comme on regarde un fantôme. Maman bégaya Julien, sa voix montant dans les aigus. « Mais... Tu vas bien ?» « Je vais merveilleusement bien » m'exclamai-je en posant ma tasse avec assurance. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une nuit réparatrice. Je me sens une énergie folle, comme si j'avais rajeuni de 20 ans. J'ai vu les yeux de Chloé se poser frénétiquement sur le thermos, toujours posé sur la table de nuit intacte. Elle ne comprenait pas. Elle avait oublié de venir m'achever à 3 heures du matin, trop ivre de champagne et de victoire prématurée. C'est un miracle, balbutia-t-elle blanche comme un linge. N'est-ce pas, souris-je en me levant sans utiliser ma canne. Je me sens si bien que j'ai décidé d'assister au gala de la Fondation ce soir. Après tout, je dois représenter la maison Vasseur, non? Le gala, répéta Julien terrifié. Mais maman, tu es trop faible. Le docteur a dit... Le docteur s'est trompé, coupai-je joyeusement. Allez, sortez, je dois m'habiller. Bernadette va m'aider à choisir ma plus belle robe. Nous avons beaucoup de gens à voir ce soir, n'est-ce pas, Julien? Je les ai poussés vers la sortie, savourant la panique pure qui déformait leurs traits. Ils ne savaient plus quoi faire. Leur victime se relevait plus forte que jamais. Et ils ne se doutaient pas une seconde que la petite broche à fleurs toujours épinglée sur le rideau avait tout vu, tout entendu et tout enregistré.
Le samedi du grand gala est arrivé avec un ciel bas et gris, comme si Paris elle-même retenait son souffle. C'était le 50e anniversaire de la Maison Vasseur. 50 ans de travail de sueur et de passion chocolatée. Et ce soir, cela devait être la scène de ma mise à mort publique, ou celle de ma résurrection. L'ambiance au petit déjeuner était électrique. Chloé, ma belle-fille, faisait les 100 pas dans le salon nerveuse, triturant une mèche de ses cheveux blonds. « C'est de la folie, Solange », répéta-t-elle pour la 10e fois en se tournant vers moi. « Vous tenez à peine debout. Il y aura la presse, les caméras, tout le gratin parisien. Si vous faites un malaise là-bas, ce sera un désastre pour l'image de la marque. » Je buvais mon thé à petites gorgées, assise bien droite dans mon fauteuil. Je savais exactement quel bouton appuyer. « C'est mon dernier voyage, Chloé, dis-je, d'une voix tremblante mais résolue. Je le sens. Je n'en ai plus pour longtemps. Laissez-moi dire adieu à mon entreprise. Laissez-moi dire au revoir à mes employés. Après ce soir, vous pourrez faire ce que vous voulez. » J'ai vu le regard de Julien changer. Il a cessé de regarder sa tablette et m'a fixé. J'ai vu le calcul se faire derrière ses yeux bleus. Une mère mourante qui fait ses adieux en public. C'était parfait. C'était tragique. Cela attirerait la sympathie des investisseurs. Si je m'écroulais sur scène, ils joueraient le fils éploré devant les caméras. Et la vente de l'entreprise passerait pour une nécessité douloureuse. « D'accord, maman, » dit-il doucement. « Si c'est ce que tu veux, nous t'emmènerons. » Chloé a voulu protester, mais Julien lui a fait un signe imperceptible de la main. Elle s'est tue, mais son regard restait mauvais. 1 heure plus tard, alors que la maison s'agitait pour les préparatifs, je me suis glissée discrètement vers l'aile de service. Bernadette m'attendait dans sa petite chambre au rez-de-chaussée. Elle n'était pas seule. Assise sur le lit étroit de ma gouvernante, 2 hommes se sont levés à mon entrée. Le premier était Maître Lemoine, mon notaire, et ami depuis 40 ans. Le second était un homme grand au visage carré et aux yeux perçants, le commissaire Marchand. Solange, dit Maître Lemoine en me prenant les mains l'air grave. Bernadette nous a tout montré. La vidéo, les enregistrements, c'est monstrueux. Nous avons assez pour les arrêter immédiatement. Intervint le commissaire, d'une voix basse et rocailleuse. Tentative d'empoisonnement avec préméditation. Abus de faiblesse. Nous pouvons intervenir maintenant ici dans la maison. Non, répondis-je fermement. Je me suis redressée. Je n'avais plus rien de la vieille dame fragile du petit déjeuner. Pas ici, continuai-je. Ce soir, au gala, il voulait détruire ma réputation devant tout le monde. Il voulait vendre mon nom en public. Alors c'est en public qu'ils tomberont. Je veux qu'ils soient arrêtés devant les partenaires qu'ils essayaient d'escroquer. Le commissaire a échangé un regard avec le notaire, puis il a hoché la tête lentement. C'est risqué, Madame Vasseur. Mais si c'est votre volonté, mes hommes seront là. Ils seront fondus dans la foule. Au moindre signe de votre part, nous intervenons. Je leur ai tendu la petite clé USB que Bernadette avait préparée. La preuve irréfutable. Gardez ça précieusement, dis-je. À ce soir, messieurs. Je suis retournée dans ma chambre pour me préparer. Ce n'était pas une toilette ordinaire. C'était un rituel de guerre. Bernadette m'a aidée à enfiler ma robe de velours noir longue et lourde qui cachait ma maigreur. Elle a brossé mes cheveux blancs et les a relevés en un chignon impérial. On dirait une reine qui part au combat, murmura-t-elle en ajustant le fermoir de mon collier de perles. Ou un chevalier qui met son armure, répondis-je en me regardant dans le miroir. Je suis prête, Bernadette. À 19h, la limousine noire attendait devant le perron. Julien et Chloé étaient déjà à l'intérieur. Ils étaient magnifiques, vêtus de haute couture brillant de 1000 feux. Mais dès que je suis montée, j'ai senti l'odeur âcre de leur peur. Le trajet vers le pavillon Gabriel où se tenait la réception s'est fait dans un silence pesant. Paris défilait derrière les vitres teintées, une succession de lumières floues. J'ai posé ma main gantée sur celle de Julien posée sur son genou.
Il a tressailli violemment comme si je l'avais brûlé. Sa peau était moite. « Tu es nerveux, mon fils ?» demandai-je doucement. « C'est le stress de l'organisation maman !» répondit-il sèchement en retirant sa main. À cet instant, son téléphone a vibré dans la poche intérieure de sa veste. Une vibration longue, insistante. Il l'a sortie précipitamment. J'ai vu son visage se décomposer à la lumière bleue de l'écran. Il est devenu gris. Une goutte de sueur a roulé le long de sa tempe. J'ai jeté un coup d'œil rapide. Le message était court, brutal, écrit en lettres majuscules. « Vendée ce soir ou on vous brise les jambes. » J'ai détourné le regard vers la fenêtre pour cacher un sourire froid. Mon fils n'était pas seulement un fils indigne. C'était un joueur aux abois acculé par des usuriers violents. Il était désespéré. Et un homme désespéré est prêt à tout. Cela rendait ma victoire à venir encore plus nécessaire. Il aurait vendu mon âme pour sauver ses jambes. « Nous sommes arrivés », annonça le chauffeur. La voiture s'est immobilisée. À travers la vitre, j'ai vu la foule, les flashs des photographes, qui crépitaient comme des éclairs le tapis rouge, qui s'étalait comme une langue de sang vers l'entrée du bâtiment. Julien a rangé son téléphone, a pris une grande inspiration tremblante et a remis son masque de mondain. « Allons-y, dit-il d'une voix qui se voulait ferme. « Souris, maman. C'est ton grand soir. » Le chauffeur a ouvert la porte. La rumeur de la ville et les cris des journalistes nous ont envahis. « Madame Vasseur, par ici. » Je suis sortie de la voiture. L'air frais m'a fouetté le visage. J'ai vacillé volontairement. Immédiatement, Julien a saisi mon bras gauche et Chloé mon bras droit. « Soutenez-moi » murmurai-je assez fort pour qu'ils entendent. Je ne me sens pas très bien. Ils ont serré leur prise. Ils pensaient me soutenir vers ma tombe. Ils pensaient que je m'appuyais sur eux par faiblesse. J'ai levé la tête, j'ai affronté les lumières aveuglantes et j'ai avancé sur le tapis rouge, encadré par mes 2 assassins. Je ne m'appuyais pas sur eux. Je les tenais et je n'allais pas les lâcher avant qu'ils ne soient en enfer. Le pavillon Gabriel étincelait sous les feux de 1000 pampilles de cristal. Le tout Paris était là. J'ai reconnu les visages de nos concurrents, des banquiers, des critiques gastronomiques redoutés. Et même un ministre. Les tables étaient dressées avec une nappe blanche, immaculée, de l'argenterie lourde, et au centre de chacune une pyramide de nos fameux chocolats. C'était une mise en scène parfaite pour célébrer un demi-siècle d'excellence ou pour orchestrer des funérailles de première classe. On m'a installée à la table d'honneur, telle une relique fragile que l'on sort une dernière fois avant de la remiser au grenier. Julien et Chloé encadraient ma chaise, souriant à pleines dents, serrant des mains, acceptant les compliments. Ils rayonnaient, ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que dans quelques heures, la signature de la vente serait apposée sur un coin de table et que leur dette s'envolerait. Les lumières se sont tamisées. Le brouhaha des conversations s'est éteint. Un projecteur a balayé la salle pour se fixer sur la scène. Julien s'est levé. Il a ajusté son nœud papillon, a jeté un regard faussement tendre vers moi et a marché vers le podium d'un pas assuré. Il a saisi le micro. Sa voix amplifiée par les enceintes était chaude, posée vibrante d'une émotion parfaitement simulée. « Mesdames et messieurs, chers amis », commença-t-il en balayant la salle du regard. « Ce soir, nous célébrons 50 ans d'histoire. L'histoire de mon père, l'histoire de ma mère, Solange Vasseur, qui est ici avec nous ce soir malgré sa santé déclinante. » Il a marqué une pause théâtrale, baissant les yeux. Quelques murmures de sympathie ont parcouru l'assemblée. Maman a porté cette maison sur ses épaules pendant des décennies, poursuivit-il avec un trémolo dans la voix. Mais il arrive un temps où même les géants doivent se reposer. Il est temps pour une nouvelle génération de prendre le relais, de moderniser, de transformer. C'est avec le cœur lourd mais plein d'espoir que je vous annonce que nous préparons une transition majeure pour assurer la pérennité de notre nom.
Il parlait de vendre, mais personne ne comprenait encore qu'il parlait de trahison. Il préparait le terrain. « Je voudrais inviter ma mère à dire quelques mots, » ajouta-t-il en se tournant vers moi. « Maman, si tu en as la force. » La salle a applaudi poliment mais chaleureusement. Chloé m'a aidée à me lever me pinçant le bras un peu trop fort au passage. « Ne dites pas de bêtises, » chuchota-t-elle à mon oreille avec un sourire figé. « Restez brève et surtout ne tombez pas avant la fin du discours. » J'ai avancé vers la scène. J'ai accentué ma claudication. J'ai courbé le dos. Je suis montée sur l'estrade, agrippant le pupitre comme une bouée de sauvetage. J'ai toussé une petite toux sèche et faible près du micro. Le son a résonné durement. J'ai vu la pitié dans les yeux du public. Pauvre Madame Vasseur. Elle est finie. J'ai regardé Julien qui se tenait à quelques pas en retrait, prêt à me rattraper, prêt à jouer le héros. J'ai regardé Chloé assise en bas qui vérifiait son téléphone sans doute pour confirmer ses billets d'avion pour Milan. J'ai pris une grande inspiration. Et puis je me suis redressée, lentement, vertèbre après vertèbre. J'ai lâché le pupitre. J'ai levé le menton. Mes épaules se sont ouvertes. La vieille dame tremblante a disparu en une fraction de seconde. Quand j'ai parlé, ma voix n'était plus celle d'une grand-mère fatiguée. C'était la voix qui avait négocié avec les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. C'était la voix qui avait dirigé 300 employés pendant 30 ans. Une voix de fer. Je pensais vous laisser un héritage. Déclarai-je mes mots claquant comme un fouet dans le silence absolu de la salle. J'ai marqué une pause fixant droit dans les yeux mon fils, qui a soudainement froncé les sourcils confus. Mais au lieu de cela, repris-je plus fort, je vais vous laisser une leçon. J'ai fait un geste imperceptible de la main vers la régie technique au fond de la salle. Derrière moi, l'immense écran géant qui projetait jusque-là des images sépia de nos ateliers a clignoté. L'image a changé brutalement. Ce n'était plus du chocolat. C'était une vidéo en noir et blanc granuleuse, prise en vision nocturne. On y voyait une chambre. Ma chambre. Un murmure d'incompréhension a parcouru la foule. Sur l'écran, 2 silhouettes sont apparues. Julien et Chloé. Ils étaient assis au pied de mon lit, des coupes de champagne à la main. Le son a jailli des enceintes claires terribles, assourdissant. « Crève donc, vieille sorcière !» tonna la voix enregistrée de Julien dans toute la salle de bal. Les acheteurs s'impatientent. Et j'en ai marre d'attendre que tu dégages. Le public a poussé un hoquet de stupeur collective. 1 millier de personnes ont retenu leur souffle en même temps. Sur scène, Julien a reculé comme s'il avait reçu une gifle physique. Il a regardé l'écran terrifié, la bouche ouverte, incapable de bouger. La vidéo a continué. On a vu Chloé en gros plan sortir son mortier. On a entendu le criss-criss du pilon écrasant le poison. Ce chocolat, c'était de la boue pour des idiots nostalgiques, disait la voix de Julien sur l'enregistrement, pendant que l'image montrait Chloé versant la poudre blanche dans mon thermos. Une double dose de digoxine et son cœur s'arrêtera proprement, ajoutait la voix de Chloé. Dans la salle, c'était le chaos. Des verres se sont brisés. Des cris d'indignation ont fusé. Les gens se sont levés, horrifiés. « C'est faux !» hurla Julien en se précipitant vers moi, les yeux exorbités. « C'est un montage. Arrêtez ça, coupe le son. » Il a essayé de m'arracher le micro, mais je n'ai pas bougé. Je l'ai regardé, avec un calme olympien. « Tu as voulu vendre mon nom, Julien, dis-je, calmement ma voix, passant encore par-dessus le tumulte. Mais ce nom ne t'appartient pas. Il appartient à ceux qui ont de l'honneur. » En bas, Chloé s'était levée, renversant sa chaise. Elle était livide, pétrifiée. Elle regardait autour d'elle comme un animal piégé. Tous les regards, qui 5 minutes plus tôt étaient admiratifs, étaient maintenant chargés de dégoût et de haine. Julien n'a vu que la foule se retournait contre lui. Il a vu les banquiers détourner le regard. Il a vu sa vie s'effondrer en direct. La panique a pris le dessus. Il a pivoté sur ses talons et a couru vers la sortie de secours latérale
bousculant un serveur au passage. Mais il n'est pas allé loin. Des coulisses, une silhouette massive a surgi. Le commissaire marchand en costume sombre a barré la route à mon fils. 2 autres agents en uniforme sont apparus aux portes principales, bloquant la sortie. Le commissaire a marché jusque sur la scène sous les projecteurs. Le cliquetis métallique qu'il a produit en sortant les menottes de sa ceinture a résonné plus fort que n'importe quel discours. Julien Laurent Chloé. Laurent annonça le commissaire d'une voix de stentor. Je vous arrête pour tentative d'assassinat avec préméditation, abus de faiblesse et escroquerie. Il a saisi le poignet de Julien qui s'est effondré à genoux, pleurant, comme un enfant suppliant, bavant presque. « Maman, maman, dis-leur, c'était une blague, je suis ton fils. » Je l'ai regardé se faire menotter, traîner hors de la scène comme un sac de déchets. J'ai regardé Chloé se faire escorter par 2 policiers, ses beaux cheveux blonds, en désordre, son maquillage coulant sur ses joues. Je n'ai rien ressenti, ni pitié ni joie, juste le froid nécessaire de la justice. J'ai repris le micro une dernière fois. La salle était redevenue silencieuse, suspendue à mes lèvres. La fête est finie, dis-je simplement. Puis j'ai tourné les talons et je suis sortie de scène, laissant derrière moi les décombres de ma famille et la clarté éclatante de ma vérité. Quand les policiers ont emmené mon fils et ma belle-fille hors de la salle de bal, les flashs des photographes crépitaient si fort qu'on se serait cru au milieu d'un orage électrique. Julien hurlait, se débattait, perdant toute dignité, tandis que Chloé, elle gardait un silence de mort, le visage fermé, comprenant enfin que le piège s'était refermé sur elle. Je suis restée debout sur l'estrade immobile, regardant ma chair et mon sang se faire traîner vers la sortie comme de vulgaires malfrats. C'était une image atroce, une image qu'aucune mère ne devrait voir, mais c'était une image nécessaire. Quand les portes se sont refermées sur eux, un silence lourd est retombé sur la salle. Tous les visages étaient tournés vers moi. Ils attendaient. Ils pensaient que j'allais m'effondrer, que le choc serait trop rude pour mon vieux cœur. J'ai repris le micro une dernière fois. « La maison Vasseur ne sera pas vendue », déclarai-je d'une voix qui ne tremblait plus. « Elle ne sera pas liquidée. Elle sera purifiée. » Et ce soir-là, sous les applaudissements hésitants puis tonitruants de mes pairs, j'ai su que j'avais sauvé bien plus qu'une entreprise. J'avais sauvé mon âme. 1 mois a passé depuis cette nuit terrible. L'automne s'est installé sur Paris, colorant les arbres du jardin, de teintes rousses et dorées. La justice a été rapide, brutale, impitoyable. Avec les preuves que nous avions fournies, les vidéos, le flacon de poison, les relevés bancaires, prouvant les dettes de jeu de Julien, le procès, n'a été qu'une formalité. Mon avocat, Maître Lemoine, est venu me voir hier pour m'annoncer le verdict. 15 ans de prison pour tentative d'assassinat. Pour tous les 2. Je n'ai pas assisté aux audiences. Je n'ai pas voulu croiser le regard de Julien dans le box des accusés. Le fils que j'aimais était mort bien avant qu'il ne décide de me tuer. Je faisais le deuil d'un enfant qui n'existait plus. Ce matin, je suis descendue dans le jardin d'hiver. La lumière y est douce à cette heure de la journée. Bernadette était là, assise à la petite table en fer forgé. Il y a encore quelques semaines, elle serait restée debout attendant mes ordres. Mais les choses ont changé. « Assieds-toi, Bernadette, lui dis-je en arrivant avec le plateau. » Elle a hésité par habitude, puis elle s'est assise en face de moi. Elle portait un tailleur gris simple mais élégant. Ce n'était plus ma gouvernante. C'était désormais la présidente du conseil de surveillance de notre nouvelle structure. J'ai créé le Fonds Bernadette. J'ai transféré la majorité de mes parts à une fiducie gérée par mes employés les plus loyaux. À ma mort, l'entreprise leur appartiendra. Il n'y aura plus de dynastie pourrie par l'argent. Il n'y aura que des gens qui aiment le chocolat. « Tu as vu les chiffres de production ?» demanda Bernadette, en prenant la tasse que je lui tendais. « Les commandes ont doublé depuis le scandale, répondis-je, avec un petit sourire. Les gens aiment les histoires de survie.
Et ils aiment savoir que notre chocolat est fait par des gens honnêtes. J'ai porté la tasse à mes lèvres. C'était notre recette originale. Du cacao du lait entier, un peu de sucre de canne et cette pointe de vanille bourbon. Pas de goût métallique, pas de poudre blanche, juste la richesse de la fève. « C'est bon », soupira Bernadette en fermant les yeux. « Ça a le goût d'avant. » J'ai posé ma tasse et j'ai regardé les flammes danser dans la petite cheminée d'extérieur que nous avions allumée pour chasser la fraîcheur matinale. « J'ai fait quelque chose de difficile ce matin », avouai-je doucement en fixant le feu. Bernadette a posé sa main sur la mienne attentive. « Quoi donc, Madame Solange ? Je suis montée au grenier, expliquai-je, la gorge un peu serrée. J'ai ouvert la vieille malle en osier. Celle avec les albums photos. Bernadette n'a rien dit. Elle savait. J'ai pris les photos de Julien, continuai-je. Celle de son premier vélo, celle de son diplôme, celle où il riait dans mes bras à la plage. Et je les ai toutes jetées dans l'âtre de ma chambre. Une larme a coulé sur ma joue, mais je ne l'ai pas essuyée. J'ai regardé le papier photo se recroqueviller, noircir et disparaître en fumée. C'était comme une deuxième crémation. Mais c'était la seule façon d'être libre. Je ne peux pas garder le fantôme d'un monstre dans ma maison. Je ne veux plus voir son visage d'enfant innocent et me demander où j'ai échoué. Bernadette a serré mes doigts fort. « Vous n'avez pas échoué, dit-elle fermement. Certains fruits naissent pourris, peu importe la qualité de l'arbre. Vous avez survécu. C'est ça qui compte. » J'ai respiré l'air frais rempli de l'odeur des feuilles mortes et du chocolat chaud. Je me sentais légère. Une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. Je n'avais plus d'héritier, plus de famille de sang. Mais j'avais une famille de cœur ici, avec cette femme qui m'avait sauvé la vie. J'ai repris une gorgée de ma boisson, savourant l'amertume du cacao qui se mariait parfaitement à la douceur du lait. « Tu sais, Bernadette, dis-je en lui adressant un sourire apaisé. Le premier vrai sourire depuis très longtemps. « Oui, madame, demanda-t-elle. Je crois que je n'ai jamais autant apprécié mon chocolat. L'amertume de la vie. Ça fait ressortir le sucre, tu ne trouves pas ?